On est fin décembre 2025 et il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer. Le mois de novembre a été un vrai séisme. Ah oui, clairement. Le monde de l'intelligence artificielle a vécu ce que certains appellent déjà le mois le plus dingue de son histoire. C'est le mot oui. En quelques semaines, on a eu Google, OpenAI, Anthropic. Ils ont tous lâché des bombes technologiques, des modèles avec des capacités qui, franchement, sortent de la science-fiction. Et le mot-clé dans tout ça, je crois que c'est la vitesse. Les sources qu'on a sur la table aujourd'hui parlent d'une transition qui est, attention, 15 fois plus rapide que tout ce qu'on a connu avant. 15 fois. C'est énorme. Ça veut dire que les 1000 prochains jours, donc moins de 3 ans, pourraient réinventer complètement notre économie. Il devient vital de comprendre les pièces du puzzle qui s'assemblent là, sous nos yeux. C'est exactement notre mission. On va plonger dans un ensemble de sources qui dessinent le portrait d'un monde en pleine métamorphose. Et ce n'est pas de la prospective, hein. Non, pas du tout. C'est un constat de la réalité, là, fin 2025. On va décortiquer cette convergence folle entre l'IA, la robotique, l'énergie et même l'exploration de nos origines dans l'espace. On va essayer de voir comment tout ça s'emboîte. On va donc plonger dans la guerre que se livrent les géants de l'IA, regarder l'impact de dingue que les agents autonomes vont avoir sur l'économie, Et le hardware derrière? et on verra tout le hardware, oui, les puces, les batteries qui font tourner la machine. Et puis on prendra un peu de hauteur pour parler de questions plus existentielles. De l'origine de la vie à la menace d'une superintelligence. Parfait. Alors, commençons par le début. Ce fameux mois de novembre 2025. Le barrage a cédé. On a eu OpenAI, Google, Anthropic, tout le monde a sorti son nouveau modèle en même temps. En quelques jours d'intervalle. Mais au-delà des noms, qu'est-ce qui les différencie vraiment? Est-ce qu'on est sur des modèles bons à tout faire ou est-ce qu'on assiste à une vraie spécialisation? Ah, on est en plein dans la spécialisation. Le 13 novembre, OpenAI ouvre le bal avec GPT 5.1. Sa grande force, c'est sa fenêtre de contexte. Elle est gigantesque. C'est-à-dire? Il peut travailler sur des millions de tokens. Pour donner une image, ça veut dire qu'il peut garder en mémoire l'équivalent de 50 romans en même temps pour analyser une situation. 50 romans. C'est vertigineux. Et j'imagine que Google n'a pas tardé à répliquer. À peine 5 jours plus tard, le 18 novembre, Google lance Gemini 3 et pulvérise absolument tous les records. Il atteint un score de 1501 sur le benchmark de référence, l'Elo Arena. Alors là, attends, il faut qu'on s'arrête une seconde. Elo Arena, c'est quoi exactement, pour ceux qui ne suivent pas ça tous les jours? Faut imaginer un tournoi d'échecs permanent pour les IA. Elles s'affrontent 24h24 sur des milliers de tâches et leur classement, leur score Elo, évolue en temps réel. D'accord. La barre des 1500 s'était vue comme un mur quasi infranchissable, un peu comme le mur du son à l'époque. Eddie Meni l'a pulvérisé, c'est une première historique. Ah ouais, d'accord, c'est beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qu'il fait de si spécial ce Gemini 3 au-delà du score? Son avantage, c'est sa multimodalité native et son intégration. Google a lancé avec lui ce qu'ils appellent les interfaces génératives et le Dynamic View. Encore des termes marketing. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'au lieu de me donner un pavé de texte, l'IA me dessine une application en direct. C'est exactement ça. Vous lui demandez « compare les ventes de nos 3 produits phares ce trimestre » et au lieu d'une liste de chiffres, elle code et affiche devant vous un tableau de bord interactif avec des graphiques. Le développeur, c'est elle. Incroyable. Ils ont même une plateforme Anti-Gravity où on peut créer des applications entières juste en décrivant ce qu'on veut. Le nom est bien choisi. Ça change complètement la donne. Et le troisième acteur majeur dans cette bataille, c'est Anthropic avec son modèle Claude. Claude Opus 4.5. Lui, c'est devenu le champion incontesté du code. Il a battu les meilleurs ingénieurs humains d'Anthropic sur leurs propres tests de recrutement. Ah oui, quand même. Mais l'anecdote la plus folle, c'est qu'il a littéralement cassé un benchmark. Comment ça? Cassé. Le test simulait un agent qui devait refuser de modifier un billet d'avion. Mission impossible en théorie. Claude a trouvé une faille que même les concepteurs du test n'avaient pas vue. Et c'était quoi? Il a fait passer le client en classe supérieure, il a effectué la modification de billets qui était alors autorisée, puis il l'a redescendu en classe éco. Techniquement, légal, totalement imprévu. C'est fou ça. C'est un niveau de créativité et de problem-solving qui est juste hallucinant. C'est incroyable. On voit bien la spécialisation, hein. Un pour la vision d'ensemble, un pour l'intégration, un pour le code pur. Mais pendant ce temps, OpenAI, les pionniers, ils semblent en difficulté. J'ai lu qu'une note interne de Sam Altman avait fuité. $1 cette année. 22 milliards! Pour n'en générer que 13,
C'est une course à l'armement qu'ils sont en train de perdre, parce qu'il faut battre contre Google, qui a un quasi-monopole de la distribution, avec son moteur de recherche, Android, Chrome. Et la bataille est encore plus large que ça. Il ne faut pas oublier XAI d'Elon Musk, qui construit un supercalculateur démentiel à Memphis, Ni Meta. ni Meta, qui continue sa stratégie de l'open source avec Llama 4 pour tuer dans l'œuf le modèle économique payant de ses concurrents. C'est un champ de bataille à 5 armées, en fait. Exactement. Et au-delà de savoir qui va gagner cette guerre des modèles, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi l'application qui va tout changer? Et là, j'imagine qu'on parle de ces fameux agents autonomes. Oui, et il y a un exemple qui fait froid dans le dos, c'est celui de Duolingo. Ils ont passé le cap du milliard de dollars de revenus cette année, avec une croissance de 40% et zéro embauche pendant cette période. Zéro. Zéro. C'est un chiffre qui glace le sang et qui fascine en même temps. Il matérialise le découplage total entre la croissance de la valeur et la croissance de l'emploi. C'est le début d'une économie qui n'a, en théorie, plus besoin de nous pour tourner. Et on parle de Duolingo, pas d'une usine de boulons. C'est le secteur de la connaissance, de l'éducation qui est touché de plein fouet. On apprend qu'ils ont remplacé des équipes entières par des systèmes d'IA. Et ce n'est qu'un début. Bien sûr. Microsoft veut que demain, n'importe qui puisse créer un agent comme on crée un PowerPoint. Et Google vient de lancer son Gemini Agent pour gérer nos mails, nos agendas, nos voyages. Ce qui nous amène à l'impact économique, qui est bien plus profond que la question du chômage. On parle de l'effondrement d'un paradigme vieux de 200 ans. C'est-à-dire, Jusqu'à aujourd'hui, le capital avait besoin du travail humain pour créer de la valeur. C'est le fondement de notre impôt sur le revenu, de notre sécurité sociale. Que se passe-t-il quand cette équation disparaît? les chiffres donnent le vertige. Rien qu'aux États-Unis, l'impôt sur le revenu du travail, c'est 5 000 milliards de dollars. Cette base fiscale est en train de s'évaporer. Et le plus fou, c'est la vitesse. Oui, 18 à 36 mois pour que le changement soit acté. La révolution industrielle, c'était 50 ans, Internet, 20 ans. c'est une échelle de temps qu'on a du mal à se représenter. Des solutions sont évidemment à l'étude. Un modèle qui émerge, c'est celui de l'agent personnel IA. Chaque individu aurait son propre agent IA qui générerait un revenu de base en travaillant dans l'économie numérique. Hmm. D'autres parlent d'une monnaie duale, avec une crypto pour les transactions machines et une monnaie sociale pour valoriser les interactions humaines. Mais cette vision d'agent personnel qui génère un revenu pour nous, est-ce que ce n'est pas un peu utopique? On risque de créer une nouvelle dépendance, non plus à un employeur, mais à la plateforme tech qui gère notre agent. C'est une critique tout à fait valide. Et c'est là que la discussion devient cruciale. La rareté change de nature. Ce n'est plus le travail cognitif qui est rare. Mais alors, qu'est-ce qu'il devient? L'attention, l'empathie, la connexion humaine. Toute la question est de savoir comment on valorise économiquement ces nouvelles raretés. On vient de parler d'un monde où des millions d'agents IA travaillent en permanence, mais tout ça, ça ne tourne pas sur de la magie. Ça doit consommer une quantité d'énergie et de puissance de calcul absolument phénoménale. C'est ça le talon d'Achille de cette révolution IA. Vous mettez le doigt dessus. Et c'est pour ça que la guerre de l'IA est aussi, et peut-être surtout, une guerre du matériel. D'accord. On l'a vu de façon spectaculaire quand un seul article du média The Information a fait perdre 112 milliards de dollars de valorisation à Nvidia en quelques heures. 112 milliards. Mais qu'est-ce que l'article révélait de si explosif? Que Meta, un des plus gros clients de Nvidia, était en négociation avancée avec Google pour acheter leur puce TPU, une alternative directe au fameux GPU de Nvidia. Ah oui. Ça montre la panique des géants du web. Nvidia a un monopole de 80-90%, et ils cherchent tous désespérément une porte de sortie pour ne plus dépendre d'un seul fournisseur. Et Google a un avantage. Google est le seul à avoir une intégration verticale totale. Les applications, les modèles IA, le cloud, et maintenant les puces qu'ils peuvent vendre aux autres. C'est une guerre sur tous les fronts. Et pour alimenter ces puces, il faut de l'énergie, donc des batteries. Et là aussi, les sources parlent de révolution imminente. On assiste à une triple révolution qui sort des labos pour arriver en production de masse. La première, c'est la batterie sodium-ion poussée par le géant chinois CATL. L'avantage, c'est que c'est abondant. C'est une alternative abondante, pas chère, qui nous libère de la dépendance au lithium et à sa géopolitique compliquée. Ensuite, il y a le Saint Graal, la batterie à état solide. Exactement. Et ce n'est plus un fantasme de chercheurs. BMW et Toyota ont des plannings industriels concrets. Ils annoncent pour 2027 des voitures avec 1200 km d'autonomie, qui se rechargent en 15 minutes. 15 minutes. C'est la fin de l'anxiété de l'autonomie, en gros. C'est ça.
Et la troisième, ce sont les anodes au silicium. Le silicium peut stocker 10 fois plus d'ions lithium que le graphite qu'on utilise aujourd'hui. Et ça donne quoi en application concrète? L'exemple le plus bluffant vient d'Airbus. Leur drone stratosphérique Zephyr, équipé de cette technologie, a volé pendant 77 jours sans interruption. Plus de 2 mois en l'air sans se poser. Voilà. Donc si je résume, on a une solution pour se passer des terres rares avec le sodium-ion, une pour l'autonomie avec l'état solide et une pour la densité énergétique pure avec le silicium. C'est une triple révolution qui lève tous les verrous. Exactement, tous des verrous matériels qui freinaient la transition énergétique et la robotique. Et vous faites bien de mentionner la robotique, car c'est là que tout ça converge de façon spectaculaire. On a vu des vidéos incroyables récemment. Le robot de Xpeng, par exemple. Sa démarche était si fluide, si humaine, que le public a crié au fake. Ah oui? Le PDG a dû littéralement le découper en direct sur scène pour prouver que c'était bien une machine. Ce qui est une stratégie marketing assez radicale. Mais ça montre à quel point on arrive à un niveau de réalisme qui trompe nos propres sens. La vallée de l'étrange est peut-être enfin derrière nous. Et leur approche est différente. Oui, ils ne visent pas les usines, mais les rôles sociaux. Réceptionniste, guide, assistant. C'est l'opposé total de la vision d'Elon Musk pour Optimus. Lui, il parle d'abondance durable, de rendre le travail optionnel en produisant des millions de robots ouvriers. C'est une vision de production de masse, oui. Et puis il y a une troisième voie, celle de Unitree avec leur robot G1. Il est vendu seulement 16 000 $. C'est très peu. Ce qui en fait déjà le robot humanoïde le plus vendu au monde. Leur stratégie, c'est l'apprentissage par démonstration. Un humain le contrôle et le robot apprend en imitant. C'est une approche plus démocratique, plus bottom-up. C'est un parallèle incroyable. Pendant qu'on est obsédé par la construction de l'intelligence du futur, on fait des découvertes fondamentales sur l'origine de notre propre intelligence. C'est ça. Les analyses de l'astéroïde Bennu, publiées ce mois-ci, sont tout simplement stupéfiantes. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Les scientifiques y ont trouvé du glucose, le carburant universel de la vie, la molécule de base de notre métabolisme, sur un caillou venu de l'espace. Et ce n'est pas tout. Ils ont trouvé du ribose, qui est le sucre de l'ARN, mais pas de désoxyribose, le sucre de l'ADN. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est une preuve extrêmement forte en faveur de la théorie du monde ARN. L'idée que les toutes premières formes de vie sur Terre utilisaient l'ARN, plus simple, bien avant l'ADN. D'accord. Bennu est en train de nous raconter comment la vie a probablement démarré. Ils ont même trouvé du tryptophane, un acide aminé complexe qu'on pensait impossible à synthétiser dans le vide spatial. En fait, ce n'est pas juste une liste d'ingrédients. Salé, des sucres, des acides aminés, tout était là. On sait maintenant que ce bouillon a été livré en masse sur la Terre primitive par les astéroïdes. Explorer le futur dans l'espace semble donc logique. Et là, c'est la Chine qui avance ses pions, de manière très méthodique. Leur plan pour une base lunaire permanente d'ici 2035 est d'un pragmatisme redoutable. Absolument. Pas de grands rêves, que des solutions d'ingénieurs. Les briques, Fabriqué avec le sol lunaire. l'énergie, Une centrale nucléaire miniature développée avec la Russie. et le plus malin, c'est l'emplacement. Exactement. Ils ne vont pas construire en surface. Ils vont s'installer dans des tunnels souterrains, des tubes de lave. Ce sont d'immenses grottes naturelles. Ce qui offre une protection naturelle. L'abri parfait. 1. Protection totale contre les radiations, les micrométéorites et les écarts de température de 300 degrés. Toutes ces avancées, que ce soit l'IA, la robotique, l'espace, nous ramènent finalement à une seule et même question vertigineuse. L'émergence d'une superintelligence, l'AGI. Et c'est là que le discours de Geoffrey Hinton, prix Nobel et père de l'IA, devient glaçant. Il dit ouvertement qu'il a peur pour l'avenir de ses enfants. Pourquoi? Il explique la différence fondamentale entre les IA et nous. Elles sont digitales, nous sommes analogiques. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique que leur apprentissage est collectif et quasi instantané. C'est comme si pour apprendre à nager, chaque humain devait réapprendre de zéro. Alors qu'une IA, Une IA peut télécharger l'expérience de millions de nageurs en une seconde. Un savoir acquis par une seule IA peut être copié à des millions d'autres sans perte. C'est une loi d'échelle que notre cerveau biologique ne peut tout simplement pas suivre. Il a raconté cette anecdote fascinante où il a posé une sorte de devinette à ChatGPT 4. Pourquoi un tas de compost est-il une bombe atomique? Et la réponse de l'IA est magnifique. Ce sont tous les deux des réactions en chaîne à des échelles différentes. C'est une analogie incroyable. C'est une connexion conceptuelle d'une créativité folle qu'un humain aurait eu beaucoup de mal à faire. Ça nous montre qu'elles ne sont pas seulement plus rapides, elles pourraient devenir fondamentalement plus créatives.
Et à partir de là, Hinton dessine 2 scénarios pour le futur. Le scénario optimiste, si on peut dire, c'est celui de l'assistant ultra compétent qui nous laisse l'illusion du contrôle. Il prend l'image d'un PDG un peu médiocre qui est un assistant IA absolument brillant. Et qui croit être un génie. Voilà, l'assistant fait tout tourner, prend les bonnes décisions et le PDG se sent comme un génie sans réaliser qu'il n'est plus du tout aux commandes. C'est le scénario du pantin heureux. Et le mauvais scénario? C'est celui où l'IA se pose la question « Pourquoi ai-je besoin de ce PDG stupide ?» Si elle fait tout le travail, elle pourrait logiquement décider de se passer de l'intermédiaire humain. Et comme le dit Hinton, il y a tellement de manières dont une super intelligence pourrait se débarrasser de nous, et toutes seraient très désagréables. En résumé, donc, cette fin d'année 2025 marque une convergence historique. Les révolutions de l'IA, de la robotique, de l'énergie et de l'espace ne sont plus des événements isolés. Non, elles s'accélèrent et se nourrissent les unes les autres à une vitesse qui nous dépasse. C'est vraiment ça. Ce que ces sources décrivent, ce n'est pas un futur lointain. C'est une métamorphose qui se déroule maintenant. Hinton nous parle d'une super intelligence possible dans 10 ans, peut-être même moins. La question n'est plus si le monde va changer, mais si nous, humains, pouvons changer assez vite pour y trouver notre place. Ce qui nous laisse avec cette question à méditer. Dans un univers où les briques de la vie sont livrées par des astéroïdes et où l'intelligence est sur le point de devenir digitale, collective et quasi immortelle, quelle est la compétence la plus précieuse qui nous reste en tant qu'humains ?